Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Les travaux de construction du barrage Soapiti avancent. L'heure est au pré-remplissage, une étape décisive du projet qui permet de bonifier les eaux de Kaleta pendant la saison sèche. Politique, la CENI installe ses démembrements dans la perspective des prochaines consultations électorales. On s'intéresse ce soir aux étapes de Kaloum et de Matam. Autonomisation des femmes. Après Kankan et Kindia, les groupements féminins de Boké se familiarisent avec les techniques de transformation agroalimentaire. À l'issue de la formation, elles devraient être à mesure d'obtenir des confitures et jus à partir de nos fruits et légumes. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République est arrivé ce matin à Yokohama au Japon. Professeur Alpha Condé prendra part demain à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Mais avant ce sommet, le chef de l'État a reçu en audience des hommes d'affaires nippons et égyptiens. Les échanges ont porté sur les opportunités d'investissement dans notre pays. Sanasi Keita. Yokohama, ville portuaire japonaise. C'est dans cette deuxième plus grande ville nippone, de par sa démographie, que la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique se tient cette année 2019. Cette 7e édition qui se tient du 28 au 30 août 2019 va mobiliser plus de 4500 participants, parmi lesquels figurent bien évidemment des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants d'organisations internationales et régionales, le secteur privé, des ONG et la société civile. Toutes ces personnalités discuteront de l'émergence de l'Afrique comme étant la nouvelle frontière de la croissance mondiale. L'arrivée ce mardi 27 août 2019 du président de la République dans cette capitale de la préfecture de Kanagawa s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Dynamique dans laquelle le Japon compte soutenir de manière très accrue les efforts de l'Afrique tournés vers son développement à travers notamment la collaboration entre les secteurs publics et privés nippons. Secteur que le président de la République a reçu ce matin en audience dès son arrivée, à l'image des responsables de la Confédération des entreprises japonaises et le président directeur général du groupe Toyota. Au menu des discussions qui ont duré une trentaine de minutes, le renforcement de la coopération entre les entreprises nippones et guinéennes, dans le souci d'investir surtout en Guinée. Ces chefs d'entreprise du pays du soleil levant ont manifesté leur désir au professeur Alpha Condé de venir apporter leur contribution aux efforts de développement du gouvernement, dans le souci de répondre aux nombreuses aspirations du peuple de Guinée en matière d'énergie, de formation, de santé, d'agriculture et tant d'autres secteurs. Le président de la République a enfin reçu en audience plusieurs hommes d'affaires de la République arabe d'Égypte. Tous sont leaders en Afrique dans leur domaine. Ce sont des présidents d'El Suedi, de Cléopatra, de Céramique, d'Arab Contractor et de la Chambre de commerce égyptienne. Tous ces chefs d'entreprise ont rassuré le chef de l'État de leur détermination à soutenir ses actions de développement en faveur de la Guinée. Une Guinée que professeur Alpha Condé compte bâtir en lui donnant toute sa place dans le monde. Retour en Guinée, les travaux du barrage Soapiti avancent de façon satisfaisante. On parle de 85%. L'heure est au pré-remplissage, une étape qui consiste à bonifier les eaux pendant la saison sèche. Tous les acteurs impliqués dans la réalisation du barrage ont pris part à cette cérémonie. Reportage Nabi Kamara. Sur la base des décomptes, l'avancement global des travaux de construction du barrage de Soapiti est estimé à 85%. À ce stade, le ministère de l'Énergie estime que le pré-remplissage reste une étape importante pour l'atteinte d'un des objectifs du projet, notamment la régulation des eaux pendant la saison sèche pour bonifier le barrage de Kaleta. Dans la construction de l'ouvrage, on a atteint le point de non-retour. Le compte à rebours a commencé pour la fin de la construction de l'ouvrage. Les cotes qui sont atteintes déjà ont dépassé les cotes programmées. C'est ça qui permettra donc à même voir le temps de la première mise en eau, comment l'ouvrage se comporte.
avec les appareils d'auscultation qui sont incorporés dans le corps du barrage, ça permet de connaître exactement l'infiltration, le gradient d'infiltration, si toutefois il y a infiltration, et l'équilibre physique de l'ouvrage. Cette épreuve d'envergure s'est déroulée hier lundi 26 août 2019. Une date mémorable dans la réalisation de cet ouvrage hydraulique de 450 MW que le président Alpha Condé offre aux Guinéens pour démarrer le vrai développement de leur pays. L'événement a mobilisé tous les acteurs impliqués dans la réalisation du projet Swapiti. Nous avons un grand projet énergie qui a un lien systémique avec l'ensemble du potentiel hydroélectrique de Konkoury en général et surtout Kaleta et Swapiti en particulier. Donc c'est constater que Swapiti est à 85% de façon globale au niveau d'avancement et participer à la fermeture de la vanne pour le remplissage préliminaire partiel de la retenue. C'est une satisfaction et c'est aussi de l'autre côté une pression qu'on met sur l'OMVG par rapport au respect du calendrier de l'exécution de sa ligne d'interconnexion. Le barrage est en très bonne voie d'avancement et que très bientôt, nous l'espérons en tout cas, son électricité pourra être mise sur le réseau et venir satisfaire la grande attente des populations de Conakry et du réseau interconnecté. La direction générale du projet Swapiti a lancé un appel pressant à tous les riverains du fleuve Konkoury au respect de l'environnement en vue de la réussite de cette opération. Santé, comment toucher plus de monde lors des campagnes de vaccination? C'est sur cette problématique que l'évaluation conjointe du programme élargi de vaccination a débuté ses travaux à Conakry. Des réflexions sont en cours pour une meilleure couverture vaccinale en Guinée. Maurice Sidibé. Selon les restantes données du ministère de la Santé, au moins un enfant sur deux reçoit des doses vaccinales. Cela porte le taux de couverture vaccinale à 45% depuis l'épidémie à virus Ebola il y a 4 ans. Les acteurs intervenant dans les programmes de vaccination et les partenaires techniques et financiers se retrouvent pour évaluer les performances de la campagne 2018. Les avancées enregistrées par le programme sont mises en lumière et le nouveau cap fixé. Au nom des partenaires techniques et financiers, je souhaite donc qu'au terme de cette évaluation, nous puissions produire une cartographie et une image réelle des différentes interventions, des acteurs impliqués, des investissements connexes et leurs impacts sur la santé de la population guinéenne et en particulier des populations les plus vulnérables. En 2018, le nombre de sites de vaccination est passé de 400 à 1200. Mais l'amélioration de la couverture vaccinale de routine est encore un défi à relever. La mise en œuvre d'un plan d'urgence de relance du programme 2019-2020 pourrait considérablement faciliter la couverture des districts sanitaires à faible taux d'accès. Toutes les évaluations ont abouti au fait que la Guinée soit capable d'arrêter la circulation du poliovirus dans notre pays. Et dans le domaine de l'élimination du tétanos aussi, nous avons organisé une campagne en début de cette année et nous avons touché au moins 95% des femmes en âge de procréer dans tout le pays. La réduction de la mortalité et de la morbidité liées aux maladies évitables par la vaccination est devenue un challenge. Notre objectif est d'arriver à 80% de couverture vaccinale pour tous les antigènes. La stratégie nouvelle qu'on a donc trouvée pour aller plus vite de façon sûre, c'est de travailler sur la santé communautaire. Travailler avec les agents de santé communautaire, avec les relais communautaires qui vont faire le recensement de toute la population. Chaque relais aura à peu près 650 habitants en charge, ce qui fait 35 enfants à vacciner au cours de l'année. Ces 35 enfants doivent être recherchés et fichés avec leur numéro de téléphone et un suivi rapproché. Comme ça, on est sûr qu'à la fin de l'année, chacun de ces 35 enfants par agent de santé communautaire recevra tous les vaccins nécessaires. Les investissements, si vous voulez, de Gavi sont sur une période de 5 ans globalement pour le RSS de 26 millions de dollars et quasiment
autant pour les vaccins et l'assistance technique. Donc cet investissement devrait permettre effectivement de remonter effectivement les capacités du système de santé et d'améliorer les performances de la vaccination. Face aux nombreux défis, le secteur a bénéficié d'une amélioration significative du budget alloué ces 3 dernières années. Le pays marche vers l'atteinte de la couverture de santé universelle, CSU. Politique, les démembrements de la CENI sont en train d'être installés dans le pays. L'heure est au choix des représentants par les partis politiques. On s'intéresse ce soir aux étapes de Kaloum et Matam avec Makemed Onzo. Le débat ne semble pas être fini dans les différents QG des partis politiques devant siéger au sein des commissions électorales communales indépendantes, ceci de Conakry. Dans la commune de Kaloum par exemple, des désaccords sont enregistrés au niveau des dossiers déposés par l'opposition. Jusqu'à présent, on ne s'est pas encore compris parce que la liste était prête. C'est hier que UDG s'est présenté qui veut avoir une personne au niveau de la liste. Première liste qu'on a effectuée, c'était UFDG 2, UFR 3 avec 5 places. Vous avez constaté avec satisfaction la liste du RPG a été validée sans aucune objection. Et vous-même, vous avez constaté l'opposition, il n'y a jamais eu d'entente et ça continue à se passer comme ça. Le même scénario est constaté dans la commune de Matam. Selon le code électoral, seulement des listes communes et consensuelles ont droit à être validés. Et les résultats obtenus lors des 3 dernières élections augmentent la chance d'être représentés dans les démembrements. La CENI a défini le quota par mouvance, c'est-à-dire par bloc. Donc les partis, eux, à leur niveau, dans les QG, ils font les calculs, les attributions. Comme l'a dit la loi, c'est au prorata des résultats des dernières élections nationales et communales. Selon le chronogramme électoral, cette activité d'installation des démembrements de la CENI s'étend sur 2 semaines sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans la perspective des élections crédibles en Guinée, des acteurs de la société civile sont formés sur le module Bridge à l'Abbé, une initiative des Nations Unies qui vise à accompagner le processus électoral en Guinée. On fait le point avec Falilou Diallo. La Guinée s'achemine vers l'organisation d'une série d'élections dans les prochains mois. À l'Abbé, les acteurs de la société civile sont à l'école des bonnes pratiques du processus électoral. La formation est axée sur le modulaire Bridge et ces acteurs doivent servir de pont dans l'organisation, la gestion et la transparence des élections. Nous avons choisi la thématique genre et élections pour permettre aux acteurs de la société civile de promouvoir la participation féminine au processus électoral. Donc ici à l'Abbé, nous avons développé justement cette thématique en y mettant un accent sur le renforcement de l'administration électorale et puis des modules comme l'observation électorale qui sont spécifiques justement des acteurs de la société civile. Pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait gouvernance, il faut qu'il y ait de bonnes élections. Donc pour les bonnes élections, on a appris beaucoup de choses sur les phases et les différentes étapes d'une élection, notamment le préélectoral, la période électorale et la période post-électorale. Au finish, ces acteurs de la société civile doivent servir de relais en matière de sensibilisation et de plaidoirie électorale et feront une large campagne de vulgarisation sur les droits civiques à travers les instruments nationaux et internationaux. La loi sur la parité, les femmes parlementaires échangent avec celles des partis politiques. L'objectif est d'obtenir un plus grand quota au poste de prise de décision. Selon leur constat commun, la promotion de la femme doit être une priorité pour les pouvoirs publics. On en sait plus avec Abdoulaye Diallo. Malgré la présence des femmes dans les activités socio-économiques et politiques, leur représentativité aux instances de prise de décision demeure insuffisante. Lors des dernières élections communales, par exemple, dans les 342 circonscriptions électorales du pays, sur un total de 29 554 candidats,
seulement 7044 femmes sont plébiscitées, soit 23,83%. Pour corriger cette inégalité, des femmes issues des partis politiques échangent sur la prise en compte du genre et de l'égalité homme-femme. Donc cette session qui a réuni une soixantaine de responsables de partis politiques visait à outiller les uns et les autres sur comment prendre en compte les questions de genre dans la vie des partis politiques de tous les jours. Et non seulement au niveau légal, mais de l'action des partis tous les jours, ainsi que dans le cadre du processus électoral. Comment faire en sorte que les jeunes et les femmes soient représentés dans les instances de prise de décision, comment faire en sorte que l'action des partis tous les jours, que ce soit leurs projets de société, que ce soit les programmes qui conduisent, que ce soit au niveau de nos collectivités et au niveau national, soient sensibles au genre. Pour briser les barrières discriminatoires, les femmes députées se sont donné la main pour défendre la cause des Guinéennes et contribuer à leur émancipation. L'un des objectifs de cette autre rencontre est de faire un lobbying pour une représentativité accrue des femmes dans la mise en place prochaine des conseils régionaux et des conseils de quartier ou district. Continuer dans cette lancée n'est pas une option parmi d'autres. C'est une nécessité stratégique qui aujourd'hui est irréversible. Aucun pays ne peut accéder au développement et à la prospérité sans la participation de la moitié de sa force vive, dont les femmes et les jeunes. À l'issue des travaux, 73 représentants de 36 partis politiques sont encouragés aux bonnes pratiques de représentativité des femmes et des jeunes au sein des organes et instances des partis politiques. Toute chose qui devrait améliorer ainsi la participation des femmes aux instances de prise de décision. Les femmes et l'agro-industrie, les formateurs ont mis le cap sur Boké. Cette initiative présidentielle consiste à renforcer les compétences des groupements féminins dans l'obtention des confitures et jus de fruits. Des femmes bénéficient d'explications sur des techniques de transformation afin de valoriser leurs petites industries. Reportage Mohamed de Camara. Ces produits dans les bouteilles sont l'œuvre de ces femmes venant de 2 groupements et du centre d'autonomisation des femmes de Boké. Comme leurs sœurs de Cancan et de Kindia, elles bénéficient du renforcement de leurs capacités en technique de transformation des fruits et légumes. Zoe Maria Dabo, la quinzaine, est l'une des candidates à cette formation. Parallèlement aux études, elle compte faire carrière dans ce métier. Nos papas sont devenus diabétiques. Il y a beaucoup qui souffrent de tensions parce que nous consommons. Nous consommons des produits chimiques avec les produits d'importation. Donc là, ce que nous transformons, c'est le naturel. Ça donne la santé. À travers ces séances de formation, ces femmes sont désormais capables de transformer nos produits locaux en confiture, en jus de fruits et sirop de qualité. Leur ambition est de partir à l'assaut des marchés de la sous-région. Nos produits se gâtent. Il y a d'autres pays qui bénéficient de nos produits. Nous perdons la valeur puisqu'on ne les transforme pas. Si ça se transforme chez nous, vraiment c'est une bonne chose, ça me va droit au cœur. Ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, ça ira dans toutes les préfectures de notre région Boké. Parce que nous savons que si nous gardons ça comme un tabou, les autres ne vont pas bénéficier. Le plus important, c'est d'apprendre à nos mamans, à nos sœurs à avoir un métier, les aider à apprendre un métier. Après le métier, à monter, à structurer leur organisation pour en faire des coopératives aux normes OHADA et les aider à apprendre à monter leur business plan afin de se déplacer maintenant pour aller vers les institutions de microfinance ou les institutions bancaires pour contracter des prêts, produire et vendre et se faire des bénéfices pour leur autonomisation future. Après 5 jours de formation, leur tâche est de démultiplier les connaissances acquises à d'autres femmes à une grande échelle. La volonté du gouvernement à travers ce programme appuyé par le PNUD est de rendre autonome le maximum de femmes sur toute l'étendue du territoire national.
Une deuxième passion pour le grand imam de la mosquée Faisal. Outre ses responsabilités religieuses, El Hadj Mohamed Salihou Camara est agriculteur. Récemment, il était dans son champ de riz à Kindia pour la supervision des travaux de repiquage. Une activité certes prenante, mais qui lui laisse le temps d'investir dans l'éducation. Reportage Younouss Atawel Camara. Le premier imam de la grande mosquée Faisal de Conakry dans son champ de riz. En cette période des travaux des grandes pluies, El Hadj Mohamed Salihou Camara retrousse les manches pour entretenir ce domaine qui s'étend à perte de vue. Depuis quelques années, il concilie sa fonction du premier imam et l'agriculture. Il exhorte ainsi les autres imams à en faire autant en vue de se prendre en charge et contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. La religion recommande à tous les musulmans de se mettre au travail. Le travail en oublie un imam. Donc j'invite les autres religieux à s'investir dans l'agriculture, car la terre ne trahit jamais. Les femmes du village regroupées en association se sont fortement mobilisées pour donner un coup de main à l'imam agriculteur dans son champ de riz. Un engagement pour l'encourager dans son initiative qui vise à lutter contre la pauvreté. Si l'imam vient faire un tel travail chez nous, nous devons nous mobiliser pour l'encourager. Et la meilleure façon, c'est de venir travailler avec lui pour lui exprimer notre solidarité. En plus de ce champ agricole, le premier imam de la grande mosquée Faisal de Conakry a construit aussi une école primaire franco-arabe dans ce village. L'école a une capacité d'accueil de 295 élèves. Ici, il vient remettre des ouvrages pédagogiques à la direction en vue d'encourager les enseignants dans leur formation pédagogique. Et puis cette problématique qui prend de l'ampleur, le viol devient récurrent dans notre pays. Que doit-on faire concrètement pour dissuader ceux qui se lancent dans cette aventure? Faut-il durcir les textes de loi juridique ou trouver d'autres voies? Un autre présumé violeur vient d'être interpellé. Explication Mariam Camara Djamoukaba. Un récit déchirant sur ces cas de victimes de viols sur adultes. Une semaine après les faits, la douleur est intense. À l'OPOGM, l'histoire raconte et trouble. Le principal suspect est âgé de 22 ans, contre 27 ans pour la victime. J'étais allé chercher le pain le soir. Il pleuvait. Et sur le chemin de retour, j'ai remarqué un homme qui me suivait. Tout d'un coup, il est venu vers moi et m'a braqué avec une arme en me disant que si je crie, il va me tuer. Il m'a entraîné vers un couloir, puis m'a demandé de vider mes poches et de me déshabiller. Je l'ai supplié de m'épargner. Il m'a giflé en me menaçant. Ensuite, il a fait ce qu'il voulait de moi. Identifié par la victime, un présumé coupable est interpellé par la police. L'homme nuance sa responsabilité dans l'agression commise à Amdallah CBG dans la commune de Ratoma. Moi j'ai pris son calepin, j'ai couru. Après la victime a dit, moi j'ai pris un arme, je l'ai braqué, je l'ai violé, comme que moi j'ai pas touché les femmes. J'ai pas touché les femmes même. Braquage armé et viol sont les deux infractions contre lesquelles cet homme doit se défendre à la justice. L'accusé est connu des services de sécurité. Il n'y a pas longtemps qu'il a été libéré de la maison centrale. La police, nous faisons notre travail. Les cas comme ça, directement, ils sont différés à la justice. Mais c'est par après, maintenant qu'on voit encore, les gens là ne font même pas une semaine en prison, on les voit dans les rues. Vous comprenez, ça aussi, c'est pas encourageant. Le viol en Guinée est de plus en plus préoccupant. Les chiffres en font foi. Depuis le début de l'année, 109 cas de viol sont recensés par l'OPOGM contre 119 en 2018. Toutes les tranches d'âge sont concernées, d'une femme de troisième âge de 85 ans à un bébé de 7 mois. Un dossier à suivre. À présent, notre rubrique Guinée en bref, la compilation de l'actualité nationale commentée par Alpha Isiagaba.
Conakry, autrefois appelée la perle de l'Afrique de l'Ouest, perd progressivement cette appellation à cause de la coupe abusive du couvert végétal. Les forêts classées de Dabompa et Antag, elles aussi, subissent les conséquences de la construction anarchique. Pour inverser cette tendance et restaurer le climat humide de la capitale, le gouvernement appuie les organisations non gouvernementales. La ville de Conakry sera complètement reboisée, y compris les domaines publics maritimes. Le coup d'envoi est donné à Kaloum par le mouvement de soutien aux actions du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Ici, il a mis en terre 500 plants à croissance rapide. Nous voulons donner une image vraiment reluisante à la capitale guinéenne à travers ce reboisement. Et après l'étape de Kaloum, on se dirigera vers la commune de Ratoma. Vous n'êtes pas sans le savoir que le très-plein central est transformé en dépotoir d'ordures. Donc on va s'occuper de cet état de fait aussi pour redorer un peu l'image de la circulation à ce niveau. Le Comité national des supporters de Guinée sort enfin de son silence. Il apporte son soutien sans faille à la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football sur la scandaleuse affaire de raquettes et de corruption. Une affaire qui implique l'ancien vice-président Amadou Yabi et le désormais ancien sélectionneur du Suli national de Guinée, Paul Put. Dans la même déclaration, le Comité national des supporters de Guinée salue l'efficacité et la transparence des membres de la commission d'éthique. Dès les premiers jours du traitement de cette scandaleuse affaire, lors d'un point de presse animé par le président de la Fédération guinéenne de football au Caire, suite à l'éliminatoire du Sili national à la phase finale de la Coupe d'Afrique Égypte 2019, le Comité national des supporters de Guinée s'était immédiatement prononcé et a crié haut et fort son indignation en exigeant que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ce dossier qui disqualifie le Sili national par les médias nationaux et internationaux. Cette prise de position a été confortée par les éléments d'information accablants tirés du rapport de la mission de monsieur le secrétaire général du ministère des Sports, Culture et Patrimoine historique, Fodeba Isto-Kera. Des témoignages poignants du capitaine du Sili national, Ibrahima Traoré, de l'ancien international, le capitaine Aboukarim Bangoura Akabe, journaliste, consultant de nombreux articles de presse. Le Comité national des supporters de Guinée avait également dénoncé l'instrumentalisation erronée de l'image de ses membres par des fins de propagande au compte du vice-président suspendu Amadou Yabi. La Miss RTG 2019 prend son vol ce soir en direction des États-Unis. Une tradition de cette compétition, en collaboration avec la structure Miss Guinée of America. Un voyage qui permettra à cette 10e couronnée de non seulement découvrir ce pays, mais aussi de pouvoir exposer son projet à la diaspora guinéenne y résidant. Mon projet que j'ai nommé le 2AFN19 est un projet d'autonomisation pour des femmes enceintes défavorisées de Conakry. Religion, le tout premier miracle du Christ avait eu lieu dans la ville de Cana lors d'un mariage. Il avait alors transformé de l'eau en vin. Cette ville sainte a été visitée par les pèlerins chrétiens guinéens. Mais avant, ils se sont rendus sur le mont Tibor. Suivez le reportage de nos envoyés spéciaux Bernard Tonguino, Valérie Talimanet. 538 mètres d'altitude à braver pour Jésus, le Nazaréen. C'est le sacrifice consenti par ses fidèles pour se rendre au sommet du mont Tabor. Nous sommes ici dans la région de Galilée, là où Dieu s'était manifesté au Christ par la transfiguration. Plus de 2000 ans après, le mémorial est observé de plus belle par l'Église. Une messe est dite pour la circonstance dans la basilique de Tabor. Les pèlerins, vêtus d'habits blancs en signe de pureté, se plongent dans la méditation. D'abord, la traversée n'a pas été facile. Malgré tout que nous sommes montés à véhicule, mais nous avons constaté que la traversée n'est pas facile. Cependant, Jésus et ses apôtres ont fait toutes ces démarches-là à pied jusqu'au mont Tabor.
Il faut croire avant de voir. Le Christ a été persévérant. Il a accepté de souffrir pour nous. Et nous aussi maintenant, nous avons vu, nous avons touché, nous avons cru à tout ce qu'il a fait. Nous devons changer de comportement pour mieux le suivre. À 1 heure de route de là, le village de Cana. C'est dans ces lieux que Jésus avait réalisé son tout premier miracle en transformant l'eau en vin lors d'une cérémonie de noces sous la demande de Marie, sa mère, qui avait constaté le manque de vin pour les convives. Depuis lors, de nombreux couples y renouvellent leur promesse de mariage. Je me suis préparé pour dire que ce que j'ai fait, comme à l'état civil et à l'autre, je voulais le pérenniser avec le Seigneur. Au nom du Seigneur, j'ai fait donc mon mariage religieux, mais aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même qui m'a marié. Après combien d'années? Après plus de 65 ans, après des difficultés. Vous comprenez, avec des difficultés, mais qu'on a surmonté et le Seigneur nous a récompensés aujourd'hui. Nous avons renouvelé aujourd'hui notre mariage en signe de fidélité à Dieu, car nous avons choisi de venir à Canaan pour ce renouvellement, pour dire à Dieu qu'il nous a unis et qu'on reste toujours unis jusqu'à notre mort. La Terre Sainte est le lieu le plus prisé du chrétien. Au cours de ce pèlerinage, de nombreuses prières sont formulées pour la paix dans notre pays et les visiteurs repartent transformés, devenant ainsi des modèles en famille et dans la société. Page noire, l'armée guinéenne encore en deuil. Le général Fodé Komoya Kamara a passé l'arme à gauche. Ce matin, la hiérarchie militaire lui a rendu un dernier hommage au bataillon du quartier général. Le défunt nous quitte à l'âge de 82 ans des suites de maladie. Le film de la cérémonie avec sergent-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire. Le 23 juillet 1937, à Saint-Louis au Sénégal, le général de brigade Fodé Komoya Kamara est décédé le jeudi 22 août dernier par suite de maladie. Un cérémonial militaire en son hommage a eu lieu ce mardi matin au bataillon du quartier général BQG. Le général de brigade Fodé Komoya Kamara nous quitte après avoir rendu d'énormes services à la nation. Le général de brigade Fodé Komoya Kamara, par ton courage, ton dynamisme, ton engagement sans borne, ta disponibilité constante, ta volonté de servir ton peuple et de défendre ta patrie nous inspire au plus haut degré. Autorités civiles et militaires, compagnons d'armes, familles et collaborateurs étaient massivement mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. J'ai connu le général Fodé Komoya Kamara en 1959 et depuis que je l'ai connu, il a conservé la même personnalité. Jeune, il était débordant d'enthousiasme et de vitalité. Vieux, il est resté encore un bonhomme très ouvert. Il a gardé cette chaleur humaine jusqu'au grade de général. Il a servi l'armée guinéenne dans la loyauté et le peuple de Guinée dans la loyauté jusqu'à sa dernière minute. Nous avons vécu auprès de toi dans une atmosphère de bonheur, une attitude saine et de joie à travers ton intelligence, ta culture, ton amour pour le sport, ta foi au genre humain et ton humanisme envers tous. Tu nous as transmis ton intégrité. Nous te remercions et te gardons à jamais dans nos cœurs et nos prières. C'est à 10h35 que le cortège funèbre a quitté l'enceinte du bataillon du quartier général pour Kindia, où le feu général Fodé Komoya Kamara sera inhumé ce mardi. Ce vaillant combattant nous quitte en laissant derrière lui 2 veuves et 7 enfants. Que l'âme du général Fodé Komoya Kamara repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.